L'opportunité est d'abord académique hein, et scientifique. La plupart du temps, quand on commet un ouvrage, ça dépend dans le secteur dans lequel nous travaillons. Moi, je suis un chercheur et puis un enseignant d'université, donc la première opportunité, elle est académique. La plupart de ma vie d'adulte, je l'ai passée à l'université de Southampton dans le sud de l'Angleterre, où j'ai travaillé comme chercheur et où j'ai travaillé comme enseignant. Maintenant, je suis enseignant-chercheur associé dans la même université. Et depuis quelques années, mes intérêts dans cette université étaient portés sur l'Asie de l'Est. Et je me posais la question de savoir pourquoi et comment surtout ces pays se sont développés. Donc, d'abord, c'est ça la première opportunité. La seconde opportunité, elle est panafricaniste. Pourquoi? Parce que je suis un Africain. Mais un Africain panafricaniste. Je cherche les solutions pour sortir le continent, surtout le sous-continent, hein, pas l'Afrique subsaharienne, hein, du sous-développement. Alors, mon intérêt était de comprendre aussi comment est-ce que ces politiques peuvent aider l'Afrique. Donc, c'est dans toute cette recherche que je me suis rendu compte que nous sommes des amateurs dans le capitalisme. Parce que c'est un jeu de capitalistes. Hein. Nous n'avons pas créé le capitalisme. L'Asie non plus n'a pas créé le capitalisme. L'Afrique n'a pas créé le capitalisme. Le capitalisme, il est européen. Et il faut le dire. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que, mais tiens, nous ne sommes que des amateurs. Et le premier pays à comprendre, justement, en Asie de l'Est, qui est l'amateur, c'est le Japon. Et chaque fois que je vais intervenir, surtout à partir de mon livre, je vais parler du Japon. Et il faudrait dire que le développement en Asie de l'Est commence par le Japon. C'est pour cela que je parlerai toujours du Japon. J'ai eu des personnes qui m'ont interpellé. Et donc, mais pourquoi vous parlez du Japon? Le Japon et l'Afrique, plus de 120 millions d'habitants au départ. Et puis, donc, ça ne correspondait pas véritablement, par exemple, avec le Cameroun, avec le Tchad. Mais il faut savoir que le Japon est le moteur de développement de l'Asie de l'Est. Alors, donc, je dis donc que nous sommes des amateurs dans le jeu du capitalisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accaparer des outils importants du capitalisme, des fondamentaux. Et le capitalisme, c'est quoi? Le capitalisme n'est pas le nôtre, comme je viens de le dire. Le capitalisme, c'est celui d'Adam Smith, qui publia, je crois, en 1776, La richesse des nations. Et dans ce livre, Adam Smith, qu'est-ce qu'il dit? Il décrit le capitalisme industriel qu'il juge meilleur que le mercantilisme. N'oublions pas que le mercantilisme, c'est cette théorie-là, théorie économique, qui disait que la richesse des nations, elle est finie, elle est limite. Donc, pour accumuler, pour prospérer ou alors accumuler la richesse, il fallait stocker de l'or. Et il fallait aussi commercer, et les pays à ce moment-là commerçaient avec d'autres pays sans acheter rien en retour. Et qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu à ce moment-là des mesures de rétorsion, des tarifs de rétorsion, et ceci a complètement bloqué l'économie internationale. Alors, Adam Smith, son idée, c'est quoi? C'est que, il faudrait que, du moins, la recherche individuelle de l'intérêt personnel produit plus de richesse. Si on permet à l'individu de commercer à bon vent, si on permet à l'individu de commercer à l'international, si on permet à l'individu de produire et d'échanger, d'où la notion de libre-échange, complètement, ça va amener beaucoup plus de prospérité. Et la fin, c'est quoi? C'est que dans la recherche de l'intérêt personnel purement égoïste au départ, à travers la main invisible, l'individu va complètement choisir son intérêt particulier, mais qui à la fin sera un intérêt public. Voilà donc la base du capitalisme, le capitalisme européen. Mais revenons au Japon, parce que nous parlons du Japon. Alors, le Japon comprend donc que c'est impossible complètement, avec les jeux tels qu'ils sont, de se développer. Qu'est-ce que le Japon va faire? Le Japon va avoir deux moments. Le Japon va essayer de s'accaparer des outils du capitalisme. Le premier moment, c'est quand il y a à la Deuxième Guerre mondiale. Ce moment va échouer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le Japon avait déjà été humilié par les États-Unis en 1853, qui ont imposé au Japon d'ouvrir ses frontières.
Fort de cela dans leur tête, et puis fort parce qu'à ce moment-là, en 1941-1940, le Japon est quand même une puissance mondiale. Le Japon va déclencher c'est le Japon qui déclenche la deuxième guerre mondiale dans le Pacifique. Et je crois que c'est le 8 décembre, le 8 décembre 1941. Le Japon déclare donc la guerre dans le Pacifique avec une attaque amphibie des Commonwealth britanniques, américains et puis anglais. Britanniques, américains et puis néerlandais. C'est Commonwealth-là. Alors, avec une attaque plus culminante sur la base navale de Pearl Harbor. Et on sait ce que ça a produit. L'intérêt du Japon, c'était quoi? C'était que si le Japon occupe toute l'Asie du Sud-Est, les alliés, et spécialement les États-Unis, vont se plier et puis vont demander une négociation. Malheureusement, c'était sans compter la colère de l'oncle Sam. L'oncle Sam s'est fâché, alors on connaît tous la suite. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, et cela va faire capituler le Japon. Donc le Japon va capituler à bord de l'US Missouri, le commandant des Alliés, Mark Douglas, va faire capituler le Japon. Le Japon signe leur édition. Et je vais vous rappeler que la Constitution, dès ce moment, la nouvelle Constitution du Japon va être rédigée aux États-Unis. Et cette Constitution, elle rentre du moins en vigueur, je crois, en 1947, et enlève tous les pouvoirs et laisse le pouvoir juste symbolique à l'empereur japonais de l'époque, Hirohito. Donc, le Japon va se voir complètement humilié à ce moment-là. Mais le Japon va avoir un second moment de s'accaparer des outils du capitalisme. Et ce moment-là, c'est la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe? Et ce moment, le Japon va saisir et reprendre sa souveraineté. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, oui, le Japon a été dépouillé complètement de ses outils de souveraineté avec la nouvelle constitution. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que, toujours au même moment, la guerre froide va prendre forme. La Chine communiste va proclamer son indépendance presque avec un combat, une guerre civile qui a opposé pendant presque 3 à 5 ans les forces loyalistes ou alors nationalistes Chiang Kai-shek de l'époque qui vont se réfugier à Taïwan, et les troupes de Mao va donc gagner, le parti communiste chinois va gagner et va proclamer la République populaire de Chine en 1949. Alors, c'est pour contenir sérieusement la montée du communisme que les États-Unis vont revenir sur les principes fondamentaux de la Constitution du Japon et les États-Unis vont redonner au Japon sa souveraineté, plus ou moins parce que l'équipe qui était là en place, les conservateurs qui étaient là en place, les États-Unis vont leur remettre le pouvoir parce qu'il ne fallait pas que le Japon bascule dans le communisme. Et à ce moment seulement, le Japon reprend sa souveraineté et signe un traité de paix en 1951 avec les États-Unis. À partir de là, le Japon va se transformer en une puissance mondiale. Il va prendre les éléments du confucianisme, et c'est pour cela qu'on parle du capitalisme confucianiste, les éléments du confucianisme pour mobiliser leur population contre d'abord les États-Unis, et plus maintenant autour de la notion de développement. Donc, vous comprenez que le Japon n'a eu que 2 moments dans leur existence de s'accaparer des outils du capitalisme. Le premier moment, le Japon a échoué. Le second moment, le Japon a complètement réussi, et en quelques années, le Japon va entrer dans l'OCDE en 1964. Le Japon va devenir la seconde puissance économique en presque 10-15 ans. Donc, vous comprenez que c'est ça la recherche, et c'est ça ce livre, c'est que pour sortir du sous-développement, il faut s'accaparer des outils du capitalisme. On ne peut pas continuer à juste être des suiveurs dans le capitalisme. Et maintenant, à partir de la réussite du Japon,
il y aura un effet de suivisme en Asie de l'Est. Et une théorie explique cela très bien, c'est la théorie du vol des oies, du vol des oies. Vous savez que les oies se promènent toujours en groupe avec une oie qui est la tête. Donc, le Japon, étant la tête en Asie, va entraîner les autres pays à se développer. Donc, l'opportunité, pour résumer, l'opportunité est une opportunité de connaître la vérité du capitalisme. Ce capitalisme qui est européen, qui à un moment de l'histoire devient un capitalisme asiatique, parce qu'on va parler du capitalisme confucéen. Et maintenant, je pense qu'il est temps que le capitalisme devienne un capitalisme africain. Oui, la question revient souvent, parce que quand je parle de l'Asie de l'Est, on dit « ok, oui, et puis après quoi exactement ?» Mais regardez autour de vous, véritablement. Regardez l'Afrique subsaharienne. Prenons seulement un seul indice, hein, un indice économique, l'indice de développement humain du PNUD. Prenons-le, ok. Vous allez voir que l'Afrique subsaharienne est à la traîne, complètement. Si je m'en tiens au rapport de l'indice de développement humain de 2019, le premier pays à apparaître, dans ce rapport-là, ce sont les Seychelles, le Seychelles, je pense 62e. Ensuite, nous avons les Comores. Je crois, hein? Oui, les Comores. Non, pas les Comores, c'est l'île Maurice, pardon. Le second, c'est l'île Maurice, 66e. Ensuite, nous avons le Botswana, je crois, 94e. Ensuite, nous avons le Gabon, 115e. Et je pense que c'est presque les seuls pays qui ont un indice humain développé. Mais est-ce que... Et le Cameroun, évidemment, le Cameroun est 150e. Donc, je ne pouvais pas ne pas parler du Cameroun. Il est 150e. Sur 189, hein, parce qu'il faut vous rappeler que c'est 189 pays. Donc, quand on dit 62e, ce n'est pas 62e sur 70. Quand on dit 150e, on dit 150e sur 189. Donc, les pays africains, c'est clair. Et surtout, les pays de l'Afrique au sud du Sahara traînent la patte. Et pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? Est-ce que nous allons continuer à développer des politiques qui, pendant 60 ans, nous ont maintenus là où nous sommes? Je pense que c'est la sagesse commune. La sagesse commune, c'est que vous ne pouvez pas espérer des résultats nouveaux en utilisant la même méthode. Il faut regarder ailleurs. Mon livre est une incitation. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Je suis déjà d'abord un scientifique. Mais je dis quand même que si ça ne marche pas, si ça n'a pas marché comme ceci, parce que dans tous les cas, on ne peut pas créer le jeu. Le capitalisme, vous n'allez pas le créer. Mais vous allez l'adapter. Si vous ne l'adaptez pas, vous allez être à côté et vous allez être toujours des suiveurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut regarder ailleurs. Regarder les modèles qui ont marché et regarder les modèles qui nous ressemblent. L'Europe ne nous ressemble à rien du tout. Mais par contre, l'Asie du Sud-Est nous ressemble. Pourquoi l'Asie du Sud-Est nous ressemble? À part l'expérience de la colonisation, à part cette expérience, parce que le Japon n'a pas été colonisé, la Thaïlande non plus n'a pas été colonisée, et ça c'était des concours de circonstances, mais tous les restes, les 6 pays, les 5 pays que j'étudie dans mon livre, que je vous conseille d'ailleurs, ont été colonisés. Ça c'est déjà le point commun. C'est vrai, eux n'ont pas connu l'esclavage que nous avons connu pendant des siècles, mais ces pays ont été colonisés. À part cela, nous avons des ressemblances et de climat et de richesses naturelles. L'Asie du Sud-Est, par exemple, est un sous-continent multi-ethnique comme l'Afrique subsaharienne. Et enfin, le modèle même de développement nous interpelle. Un modèle de développement qui s'est fait en maximum 30 ans, 20-30 ans. Nous n'allons pas regarder l'Europe qui culturellement et qui historiquement est complètement différent de nous et qui s'est développée en 200 ans alors que nous avons
un modèle ou alors plusieurs modèles distincts qui ont réussi en 20 ans, 30 ans. Donc, j'interpelle. C'est une interpellation. Et ce modèle est un modèle expérimental. Ce n'est pas que nous allons le prendre, nous allons le transposer. C'est un modèle expérimental. Si nous continuons à regarder l'Occident comme on continue à le faire, nous allons toujours tomber dans le faux. D'ailleurs, toutes les théories qui ont été développées par rapport au développement, ou alors presque toutes, au développement de l'Asie du Sud-Est ont échoué. La théorie de la modernisation, c'est quoi? Alors, les Européens pensaient qu'à un moment donné de l'histoire, nous allons évoluer comme eux. C'est-à-dire que nous allons partir de l'industrialisation, après nous allons partir au développement économique. Le développement économique va amener la croissance va induire le développement social étant par exemple l'éducation, par exemple la santé, et finalement nous allons aboutir au développement économique qui est la démocratie. Parce que n'oublions pas que la fin des fins du développement de leur modèle a toujours été la démocratie. Et même le révisionnisme de cette théorie de la mondialisation, qui est la théorie de la dépendance ou la théorie système-monde, a complètement échoué. Ou alors ne rend pas compte de la dimension sociale de ce que l'Afrique peut connaître. Et justement, le Japon et l'Asie du Sud-Est viennent montrer que non, ces modèles ou alors ces théories européennes ne marchent pas. Qu'est-ce qui a marché au Japon? C'est que c'est un État, ou alors c'est un État développementaliste. Et qu'est-ce qu'un État développementaliste? C'est un État qui s'est complètement s'est adossé sur la culture. Quelle culture? La culture confucéenne. Et grâce au nationalisme économique, à un État totalitaire. Quand je dis totalitaire, pas totalitaire, disons autoritaire, parce qu'un État totalitaire est complètement différent d'un État autoritaire. Et enfin, grâce à une politique industrielle endossée par une bureaucratie technocratique de méritocratie, le Japon est devenu le pays que nous connaissons actuellement. Donc je dis que j'interpelle les politiques, j'interpelle les scientifiques à se pencher plus largement parce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, l'étude que j'ai faite est une étude succincte. On devrait se pencher encore normalement sur ces politiques de développement qui ont fait de l'Asie ce que l'Asie du Sud-Est est maintenant. D'abord, je voudrais dire, et de façon aussi claire, qu'il n'y a aucune mesure qu'on peut prendre ailleurs et qu'on peut implémenter telle qu'elle ici. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons échoué jusqu'à présent. Parce qu'on transporte des politiques qui n'ont rien à voir qu'avec nous. Donc, ceci étant, je dis qu'on peut s'inspirer de l'Asie du Sud-Est, des politiques d'Asie du Sud-Est. Rappelez-vous que je vous ai dit que le socle du capitalisme, d'ailleurs, c'est ça, il faut comprendre le capitalisme. Hein. Le socle du capitalisme de l'Asie du Sud-Est, c'est un capitalisme confucéen. C'est-à-dire, le Japon, à un moment donné, s'est réapproprié des fondamentaux du capitalisme et a pensé que la culture est très importante. Pourquoi est-ce que la culture est importante? Elle est importante parce que la culture permet à nos populations de comprendre qu'est-ce que c'est que le capitalisme. Parce que si on ne met pas le capitalisme dans notre culture, vraiment, parce que peut-être la femme rurale ne va pas comprendre. Alors, je vous disais que le capitalisme de l'Asie du Sud-Est, il est confucéen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'État développementaliste japonais s'est endossé sur les valeurs confucéennes de quoi? De la filialité, du respect familial, de la hiérarchie, de la piété filiale. Donc, l'État qui est au niveau du Japon, l'État qui est le numéro 1, l'État demande aux populations d'obéir, mais d'obéir par rapport aux valeurs confucéennes. L'État est paternaliste au Japon, ou alors en Asie du Sud-Est. Et l'État étant l'organe suprême, le second organe sur lequel, par exemple, l'État développementaliste s'est endossé est l'entreprise. L'entreprise s'est endossée aussi sur les valeurs confucéennes de paternalisme. Alors, les Japonais
ou alors toute l'Asie du Sud-Est, les patrons d'entreprises sont vus comme des pères de famille. Et ils vont administrer leurs entreprises en bons pères de famille, c'est-à-dire en créant des conditions telles que les ouvriers soient à l'aise. Et il y a même des syndicats, et d'ailleurs, la plupart des pays en Asie de l'Est ont des syndicats dans lesquels les patrons sont. Donc, il est important d'incorporer dans le système capitaliste des valeurs africaines pour que les gens sentent qu'ils comprennent ce qu'ils font. Parce que ce qui est important dans les politiques de développement, ce n'est pas la politique économique, mais c'est la capacité de l'État à mobiliser la population autour du développement. Les stratégies de développement sont stagnantes, pas seulement au Cameroun déjà, mais dans toute l'Afrique subsaharienne. Comme je vous l'ai dit, c'est les fondamentaux. C'est les fondamentaux que nous ne comprenons pas. Nous avons une analyse néolibérale du capitalisme. Et nos politiques de développement sont pensées à l'intérieur de ce moule. Et ce moule n'est pas un moule africain. C'est un moule dans lequel la femme qui vend son plantain au village ne va rien comprendre. Et ou alors, même le citoyen qui essaie. D'ailleurs, ces politiques de développement, ou alors, même les économistes, qui les comprennent, ces politiques-là, à part peut-être les économistes. Je vais vous prendre deux exemples précis. Le premier exemple, c'est les tontines, la banque. Je vais lier la banque les tontines. Le secteur bancaire, sans lequel le capitalisme ne peut pas fonctionner. Combien de Camerounais comprennent le secteur bancaire? Comment est-ce que la banque fonctionne? Je vous garantis que ce seuls les banquiers. Je ne vous dirai même pas que moi-même je comprends comment la banque fonctionne. Je suis un client de la banque, j'y vais, je dépose de l'argent, je demande du crédit, on me vend un produit par-ci, on me vend un produit par-là. Mais est-ce que j'y comprends véritablement quelque chose? Si j'y comprends presque rien, à plus forte raison, cette dame qui a son commerce, mais qui gagne beaucoup d'argent. Alors, par contre, les tontines, je pense que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est que les tontines au Cameroun. La tontine, c'est quoi? La tontine est un investissement. La tontine est un crédit. La tontine est une épargne. La tontine a marié plusieurs couples plus que la banque au Cameroun. La tontine a acheté des voitures au Camerounais plus que les banques. La tontine a organisé des funérailles plus que les banques. Les tontines ont acheté les terrains plus que les banques. Et je vous parie que si nous faisons une étude sur tous les immeubles qu'il y a au Cameroun, je vous parie que la tontine aura construit au moins 70% des immeubles, à part les banques, plus que les banques. Alors, pourquoi est-ce que nos économistes n'arrivent pas? Oh, alors, moi, je ne suis pas économiste. J'essaie seulement de faire des analyses, mais je ne suis pas économiste. Mais pourquoi est-ce que les gens qui sont maîtres dans la matière n'arrivent pas à incorporer ou alors à nous montrer que la tontine est importante dans le système bancaire du Cameroun? Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que c'est aussi difficile? Si tout le monde comprend la tontine, la maman qui est au village va comprendre la tontine. Vous lui amenez des banques. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des banques communautaires autour de la tontine? Pourquoi? J'ai eu une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie. À Freeland, ce n'est pas la publicité, à Freeland, prend des gages culturels. Je n'ai pas vérifié cette information. C'est un aîné qui me l'a dit. À Freeland, prend des gages culturels pour vous donner de l'argent. Quels sont les gages culturels? Et prendre des gages culturels d'une certaine culture, parce que cette culture-là, ces gages-là sont importants. Parce que ce ne sont pas n'importe quel gage culturel que la banque va aussi prendre. Parce que, il y a des tribus ici au Cameroun dont la culture ne dit plus grand-chose. Et il y a d'autres cultures où la culture est véritablement importante. Et cette banque-là, il semble, je dis encore, je parle sous le contrôle de ceux qui... Il semble que cette banque-là, elle prend des gages culturels. Pourquoi est-ce que nous ne transformons pas la tontine en un outil bancaire? Ça, c'est la première question. Le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est celui de l'agriculture de seconde génération. Je vais vous montrer que nous ne maîtrisons pas les fondamentaux. Hein? Donc,
il y a quelques années ici, on parlait beaucoup de l'agriculture de seconde génération. On nous disait qu'il faudrait qu'on atteigne l'agriculture de seconde génération. À l'époque, je disais quoi? Je disais que l'agriculture de seconde génération est complètement liée à la citoyenneté féminine rurale. Les gens ne comprenaient pas. Citoyenneté féminine rurale. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. 90% de la nourriture que nous mangeons, que nous avons sur les tables, est produite par les femmes. C'est plus de 50% de la population camerounaise est féminine. On suppose que dans cette population, 70% au moins est une population féminine rurale. Si 70% de la population rurale est féminine, cela veut dire que ce sont les femmes qui produisent la nourriture que nous avons sur les tables. Mais or, au Cameroun, ce n'est pas de fait. C'est de fait, pardon, c'est pas écrit, mais il y a deux citoyennetés. Il y a la citoyenneté rurale et il y a la citoyenneté urbaine. Et d'ailleurs, la différence, c'est quoi? C'est que le citoyen qui est urbain est plus grandiose, il est, voilà. Mais le villageois, d'ailleurs, la citoyenneté rurale, qu'est-ce qu'on dit, le villageois? Qu'est-ce que c'est que le villageois? C'est le démodé, c'est celui qui n'a rien, c'est celui qui est pauvre. Or, les gens qui produisent la nourriture du Cameroun viennent des villages. Et ces gens, quand je dis que l'agriculture de seconde génération est liée à cette citoyenneté, c'est parce que les fondements de l'agriculture de seconde génération, c'est quoi? C'est la banque, c'est le crédit, c'est l'éducation. Et la banque, le crédit et l'éducation, les femmes qui sont dans le secteur rural n'ont pas accès à cela. Et pire encore, il y a la propriété foncière. Les femmes n'ont pas accès à la propriété foncière. Comment est-ce que vous allez avoir du crédit si vous n'avez pas une propriété foncière? La plupart du temps, ce sont les hommes qui meurent les premiers. Donc, quand leur mari meurt, les femmes qui sont là sont chassées par les familles. C'est vrai que la loi camerounaise n'est pas discriminatoire. Mais les coutumes que nous avons sont des coutumes discriminatoires. La femme qui a travaillé pendant toute sa vie sur les terres va être expulsée de cette terre à la mort de son mari. Sans la propriété foncière, comment est-ce que nous allons accéder à l'agriculture de seconde génération? Donc, pour que nous accédions à l'agriculture de seconde génération, il faut régler le fondamental qui est la citoyenneté de la femme rurale. Vous comprenez donc que le capitalisme, à ce moment-là, ne fonctionne pas avec nos coutumes. On veut que nous rentrions dans l'agriculture de seconde génération, mais les fondamentaux qui sont, par exemple, la citoyenneté rurale, la femme qui doit avoir accès à l'éducation, la femme qui doit avoir accès au crédit, la femme qui doit avoir accès à la banque, ne peut pas avoir, et pire encore, la femme qui doit avoir accès à la propriété foncière n'a pas ces fondements-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons échouer. Nous allons échouer, nous allons rabâcher les mêmes théories, les mêmes choses, sans changer les fondements. On ne change pas les fondements, on ne s'approprie pas des outils du capitalisme. L'échec est absolu. Mon livre est un livre d'interpellation. Il faut regarder ailleurs. Il faut regarder ce qui a marché ailleurs. Et maintenant, l'acclimater au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Congo.